Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, la Ville de Baie-Saint-Paul inaugure sa centrale à la biomasse. Pierre Tremblay, le préfet de la MRC Charlevoix, nous présente les priorités pour l'année prochaine. On fait le point sur le conflit dans les CPE. Le marché immobilier de Charlevoix est en feu. L'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul invite les travailleurs autonomes et les petites entreprises à une soirée du temps des fêtes. C'est le retour du cabaret Le Festif. Et on parle de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Bonne émission. La Ville de Baie-Saint-Paul inaugurait officiellement cette semaine sa nouvelle centrale à la biomasse et nous étions sur place. La Ville de Baie-Saint-Paul aujourd'hui est très fière d'aller de l'avant avec la biomasse. C'est un projet qui se travaille déjà depuis plusieurs années. C'est un projet d'énergie renouvelable. C'est les restants de copeaux de bois de Charlevoix, donc c'est une matière première qui vient de chez nous. Et en même temps, ça va nous aider à diminuer les gaz à effet de serre. C'est un très beau projet. Là. On est vraiment fiers de voir la phase 1 qui se concrétise enfin. Pour Maisons-Mères, c'est une très, très belle journée aujourd'hui. J'oserais même dire que c'est un petit peu notre cadeau de Noël, quelques semaines avant Noël. En fait, ça fait longtemps qu'on espérait l'inauguration et l'installation de ce nouveau chauffage à la biomasse. Comme on l'a mentionné si bien tantôt, on va parler de réduction au niveau de nos coûts d'opération. Ça va être significatif comme diminution du coût. Et encore plus, on sera très heureux de voir disparaître ces gros réservoirs remplis de mazout qui étaient à Maisons-Mères. Ce mazout qui était vraiment un combustible d'une autre époque. Les études nous parlaient au départ d'une économie de l'ordre d'à peu près 80 000 annuellement. C'est ce qui avait été étudié, ce qui avait été analysé et on verra bien, mais déjà nous, dans notre budget prévisionnel pour l'année 2022, on a escompté une diminution des coûts liés au chauffage et vous comprendrez que, vu la grandeur de l'édifice, on parle d'un édifice de 160 000 pieds carrés, ce qui est énorme, on a budgété une somme inférieure et puis les coûts liés à ça seront de façon certaine diminués puis on en est très, très heureux, là, très content. On le voit, là, le bâtiment a été construit plus long. On a déjà les conduits là, qui passent, les conduits de chauffage pour faire le raccordement des chaudières. Dans le fond, on est prêt à accueillir les équipements. On voit sur le long du mur aussi, là, il y a une vis sans fin qui n'est pas installée, qui serait pour alimenter les deux autres chaudières. L'entrée électrique, tout est prévu en conséquence. L'ajout qu'il y aurait, ce serait une génératrice à l'extérieur pour pouvoir pour que ça fonctionne, que les trois chaudières fonctionnent en cas de panne. Il y a un projet qui est sur la table, qui n'est pas encore là, ficelé. Cependant, le projet là, est en processus de continuité et ça serait de mettre en place un réseau de distribution dans Baie-Saint-Paul, ce qui signifie que la Ville de Baie-Saint-Paul vendrait de l'énergie, que ce soit à l'Arena, qui est un de nos bâtiments, l'hôpital de Baie-Saint-Paul et également là, le centre éducatif Saint-Aubin, la propriété du centre de services scolaires de Charlevoix. Ça serait génial là, de voir la phase 2 se concrétiser. Maintenant, on est à voir les montages financiers et les discussions avec les partenaires potentiels. Le règlement d'emprunt total de la Ville, incluant les frais de financement et tous les honoraires professionnels, les services techniques, les laboratoires, etc., qui a été fait, c'était 3,36 millions. De là-dessus, on déduit toutes les contributions gouvernementales qu'on a eues en termes de subventions. Ça donne la contribution de la Ville qui était, M. le maire l'a dit tout à l'heure, 1,9, je crois. Ouais, c'est ça, 1,9 millions. Puis là-dessus, il faut regarder du côté des économies d'énergie qu'on fait du côté de Maisons-Mères. Puis aussi en considérant qu'il y avait des équipements qui étaient, de l'investissement qui devait être fait aussi du côté de Maisons-Mères pour maintenir sécuritaires les équipements fonctionnement, puis aussi pour éventuellement les remplacer parce qu'ils étaient en fin de vie. Je crois que ça pourrait être utilisé également dans d'autres municipalités. C'est sûr que dans Charlevoix, ce n'est pas un type d'énergie auquel on était habitué de voir. On est beaucoup
le chauffage conventionnel, l'huile, l'hydroélectricité, tout ça. Donc là, ça commence. Moi, dans Charlevoix, des usines à la biomasse, j'en connais pas beaucoup, à part celle-ci où on se trouve aujourd'hui. Mais c'est un exemple. Bon, je pense qu'on Baie-Saint-Paul est souvent avant-gardiste dans plusieurs choses, surtout en termes de développement durable. Baie-Saint-Paul est souvent là, un pas d'avant sur les autres. Est-ce qu'ils vont prendre notre exemple et aller de l'avant avec ça? Bien, j'ose espérer. Nous avons rencontré le maire des Éboulements et nouveau préfet de la MRC Charlevoix, M. Pierre Tremblay, pour faire le point sur les différents dossiers d'actualité. Monsieur Tremblay, on parle tout de suite des questions de préfecture. Il y a 3 nouveaux maires autour de la table des maires de la MRC. Qu'est-ce que ça change comme dynamique? Bien, en fait, je pense que c'est de la continuité un peu au départ. Hein. La dynamique est là quand même. Chacun amène son point de vue sur sa vision. En fait, on s'est parlé un peu, dès le départ, un peu de la vision de chacun et des problématiques, mais il faut comprendre qu'eux aussi, ces maires-là, viennent d'arriver au niveau de leur municipalité. Mais au côté régional, je pense qu'on a une bonne synergie pour travailler ensemble. Ce qu'on a constaté également, c'est que vous avez posé des gestes dès votre première séance. Vous avez posé des gestes qui sont plus politiques. D'abord, une lettre d'appui sur la question des horaires de travail des ambulanciers et ensuite la requête que vous avez faite pour l'école de ski du massif de Petite-Rivière. Est-ce qu'il y a un changement de ton à la MRC? Non, je crois que, bien, en fait, on va être plus attentif à ce genre de situation-là. Mais si vous me parlez au cas des ambulanciers, ça fait déjà quelques années que déjà cette problématique-là avait été identifiée et qu'on a déjà réagi quand même. En ce qui regarde la gratuité pour les 2 écoles, bien, en fait, pour surtout Saint-Aubin, bien, on jugeait que maintenant, on va prendre la place qu'il faut pour le côté régional. Dans cette situation-là ou dans d'autres situations, je pense, c'est peut-être pas un revirement complet, mais c'est une nouvelle façon que je pense qu'on veut communiquer à la population. Maintenant, puisqu'on y est là, sur la question spécifique du ski au massif pour les étudiants, la gratuité qui a été enlevée, vous avez eu une rencontre la semaine dernière avec les gens du massif là-dessus. Pouvez-vous nous dire quelle est la suite, là, suite à votre rencontre, ou comment les choses vont évoluer à partir de maintenant? Bien, il faut que je vous précise que la rencontre, c'était principalement pour l'école Saint-Aubin et l'école de Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Alors, on n'a pas eu d'invitation pour participer à cette rencontre-là. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous donner de détails plus que ça. Mais qui représentait le monde municipal? C'était pas vous à la MRC? On a manifesté l'intérêt d'être là, mais d'après ce qu'on a pu comprendre, le massif s'était déjà adressé à l'école Saint-Aubin et à l'école de Petite-Rivière-Saint-François. Est-ce que la généralité de couper partout dans toute la MRC, je ne peux pas vous en parler plus parce qu'on n'était pas présent à cette rencontre. Mais excusez-moi, mais qui était présent à cette rencontre? On pensait que c'était une rencontre qu'il y avait avec les maires et les gens du massif. Non. Nous, on a présenté notre lettre, on a demandé une rencontre, mais on n'a pas eu de rencontre. Alors, la rencontre, si elle a eu lieu, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'était simplement l'école Saint-Aubin. La direction de l'école Saint-Aubin, on n'a pas plus de détails. On a essayé d'en savoir plus, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, un dossier à suivre là-dessus? Exactement. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de rencontre, mais on attend vraiment. En fait, on est à l'affût d'avoir des informations de cette rencontre. Actuellement, je peux vous dire que déjà, on en a parlé mercredi, puis on n'avait aucune donnée encore, mais on est à l'affût des données pour être en mesure de porter un jugement là-dessus. Ceci dit, la MRC a adopté son budget. Lors de sa première... Rapidement, là, dès le moment où vous avez été élu, les budgets étaient prêts. On comprend que c'est un budget qui n'est pas teinté par votre nouvelle administration comme préfet. Vous avez pris là, vous avez pris le budget qui avait été préparé par l'administration sans pouvoir vraiment intervenir dedans. Mais quelles sont les priorités pour l'année à venir au niveau budgétaire à la MRC? Bien, ce qu'on a remarqué, en fait, on a maintenu, en fait, pour toutes les municipalités, le quote-part. En fait, il n'y a presque pas d'augmentation, même il y a des réductions à certains endroits. C'est surtout au niveau des matières résiduelles qu'il y a eu des modifications, mais ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que globalement, le montant a augmenté parce qu'on a de plus en plus de résidences de touristes, parce qu'on a eu des résidences nouvelles qui ont été construites aussi. Alors, c'est ce qui a fait augmenter le budget. Et aussi, on prévoit des investissements au niveau de l'éco-boutique pour la rendre plus accessible à l'année. Actuellement, elle est accessible seulement que durant la période estivale. Et aussi, on travaille actuellement pour
une nouvelle façon du débordement, c'est-à-dire je vais prendre juste mes notes pour ne pas l'oublier, le transfert, un centre de transfert. Il faut faire un nouveau centre de transfert. Alors, à ce moment-là, on va investir de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'annonce du côté du développement économique? Est-ce qu'on peut prévoir des changements ou des nouveaux investissements à venir? Bien, en fait, notre développement, notre service de développement économique et entrepreneurial travaille très fort avec les entreprises. A travaillé très fort, surtout à cause de la période de la COVID, avec les programmes qui existaient. Oui, pour aider les entreprises qui avaient de la difficulté. Pardon? Je dis pour aider les entreprises qui avaient de la difficulté pendant la COVID, en vous avez fait, eu des programmes là-dessus. qui prévoyaient avoir des difficultés. Alors, venu jusqu'à date, je pense que ça s'est bien passé. On a dépensé l'argent qu'on avait prévu, au-dessus de 4 millions, je crois. Et à ce niveau-là, il faut comprendre que notre service de développement économique est à l'affût, puis il se met près des entreprises, puis pour vraiment donner de l'information, puis supporter les entreprises, que ce soit des entreprises, des OBNL ou même des entreprises privées, surtout dans le domaine touristique puis récréo-touristique. Alors, on est à l'affût, puis on est très près de ces entreprises-là. Il n'y a pas rien de particulier, il n'y a pas de fonds. C'est sûr qu'on veut toujours favoriser le développement durable. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va travailler durant les prochaines années aussi. On constate que la région de Charlevoix est très, très populaire. De plus en plus de gens veulent venir s'installer chez nous. Et également, de plus en plus de villégiateurs, veulent s'installer aussi ou se trouver des résidences. Qu'est-ce que ce boom-là, cet attrait de notre région, qu'est-ce que ça représente là, à moyen et long terme pour la MRC, selon vous? Parce que Charlevoix n'a jamais été aussi populaire. Bien, en fait, on est un peu comme d'autres régions, je vous dirais, si j'entends parler d'autres régions, effectivement, mais c'est vrai qu'on est une destination plus populaire, comme vous dites. Alors, ce que ça change, c'est qu'il faut tout simplement regarder l'aménagement du territoire, regarder la cohabitation de ces nouveaux résidences-là, parce qu'il y a des résidences secondaires habituellement. Et aussi, ce qu'il faut essayer de garder, bien, la protection des terres agricoles, parce qu'il y a quand même un effet aussi que des nouveaux arrivants veulent produire ou en fait avoir des terres, des grands terrains de plus en plus. Alors, ça aussi, la cohabitation, c'est une des préoccupations qu'on aura dans les années à venir. Mais c'est très intéressant d'avoir aussi, justement, l'affût de nouveaux citoyens aussi. Comme maire des Éboulements, vous avez souligné que vous vouliez vous rapprocher des citoyens, peut-être par le biais de comités de citoyens ou des consultations spécifiques. Est-ce que vous pensez que cette attitude-là va également déteindre à la MRC et qu'il y aura peut-être de nouveaux modes ou plus de consultations auprès des commettants et des citoyens? En fait, c'est l'objectif que je vais rechercher parce qu'on s'est posé justement la question. On se pose toujours la question, est-ce qu'on est vraiment encore dans la vision des citoyens? Qu'est-ce que nos citoyens veulent? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que les maires aussi, dans chacune des municipalités, entendent chez eux? Alors, à partir de là, oui, c'est possible qu'on aura des consultations supplémentaires, oui. Monsieur Tremblay, là-dessus, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine. Merci, puis j'en profite, soyez joyeuses fêtes à votre organisation aussi, puis aux citoyens aussi de la région. Au plaisir. Les centres de la petite enfance affiliés à la CSN sont en grève depuis le 1er décembre dernier et on en parle en compagnie d'Élisabeth Pailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, il est question d'une entente de principe entre le gouvernement du Québec et les CPE affiliés à la CSN. Oui, donc à l'heure actuelle, c'est ça. Ils ont jusqu'au 13 décembre pour passer au vote. Alors, les syndicats rencontrent chacun de leurs membres et doivent passer au vote, mais ce n'est pas gagné d'avance parce que ce qui a été proposé, ça n'équivaut pas vraiment à ce qu'ils voulaient au niveau du salaire des employés de soutien. Oui, c'est ce qui achoppe, là. Exactement. Et plus tôt cette semaine, j'ai rencontré la présidente du syndicat des CPE de Québec-Chaudière-Appalaches, Mme Mélanie Pelletier, qui nous a expliqué c'était quoi l'importance de faire cette grève illimitée, cette grève générale illimitée? On peut l'entendre. Madame Pelletier, je commencerai d'abord par la question suivante. Est-ce que cette grève générale illimitée sera suffisante? Bien, écoutez, c'est l'ultime, là. Quand on est rendu à utiliser une grève générale illimitée, on est dans ce qu'on peut aller le plus loin là, pour faire bouger les choses. Donc, oui, on espère vraiment, là, mais je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, là,
la finalité, c'est que si on réussit pas à obtenir des conditions de travail, les gens vont quitter, là, le réseau va être en péril. Dans Charlevoix, est-ce que vous avez... Comment ça se passe? Est-ce que vous avez l'appui des parents? Ben en fait, oui, je pense que depuis le début, puis même partout, on a l'appui des parents, puis ça se manifeste beaucoup directement sur les lignes de piquetage, là. On a des parents qui viennent porter des cafés, qui encouragent les travailleuses. C'est sûr qu'il y a un essoufflement, mais tu sais ce qu'on dit, puis les parents ils savent, le vaut mieux là faire une grève générale limitée, que ce soit fermé quelques jours, quelques semaines, que ce soit pour toujours, hein. Et puis, c'est certain que quand on regarde pour les salaires, les autres types d'emploi, les augmentations qu'on demande, c'est un rattrapage salarial, un minimum, parce que dans d'autres, au niveau de la santé, au niveau du public, que ce soit préposé, que ce soit responsable d'alimentation, il y a des grosses différences entre 4 et 5 $. Fait que ce qu'on se dit, c'est que ces gens-là vont quitter, les préposés qui font la désinfection vont quitter et ça va se retrouver sur la charge des éducatrices, ce qui va faire qu'ils vont quitter aussi. Il y en a déjà plusieurs qui quittent, là. J'ai également recueilli cette semaine les commentaires d'une mère qui est touchée par le sort des travailleurs et travailleuses des CPE. Puis on dit... En fait, c'est sûr que ça chamboule un peu la journée, là. Moi, j'ouvre toujours mon ordinateur le matin, puis je sais jamais exactement ce que je vais être capable d'accomplir, mais on sort dehors, on prend l'air, on passe du temps ensemble, on essaie d'en profiter, en fait. OK, puis tu fermes ton coffre, et on roule. C'est sûr que on le remarque là, qu'il n'est pas avec ses amis, tu sais. Des fois, il trouve ça long là, d'être tout seul à la maison, là, puis de ne pas pouvoir jouer avec sa gang, mais on essaie de faire des belles activités aussi, de travailler, mais prendre du temps avec lui. Ah, j'adore. Pour nous, le mandat de grève illimité, c'était nécessaire, là. On l'a mentionné à plusieurs reprises dans les médias, mais c'est comme historique comme entente. Donc, nous, on est vraiment derrière le mouvement des éducatrices, puis on les supporte à 100 % là-dedans. Comme société, on a fait le choix de s'occuper de nos tout-petits, de s'occuper de la santé. Il faut prendre les moyens pour, puis c'est de leur offrir les éducatrices les mieux dans leur milieu, bien rémunérées, à la hauteur du travail qu'elles font. Même chose pour leur personnel de soutien aussi. Élisabeth, il y a des nouveaux projets immobiliers qui ont été annoncés cette semaine dans la région et on a vraiment l'impression que le marché immobilier est en pleine ébullition. Absolument. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on a rencontré 2 courtiers immobiliers. Je vous invite à regarder le reportage. La vente immobilière des condominiums de la Pigneronde explose et oblige le promoteur Norplex à développer une seconde phase, soit 44 unités entre 670 000 et 750 000 $. Qu'en est-il du marché immobilier dans la région pour l'année 2021? On a fait des ventes comme jamais. Les propriétés se vendaient rapidement et à un meilleur prix. Pour comparer, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier. J'ai mon permis depuis l'automne 2019. Quand j'ai commencé, on vendait les propriétés près de la valeur municipale, des fois en dessous quand il y avait des rénovations et tout ça. Et puis présentement, quand je fais des recherches pour évaluer des propriétés, on voit des maisons qui se vendent à 1,20, 1,50 % de la valeur municipale. Puis j'ai vu jusqu'à du 2 %. Fait que je veux dire qu'une maison, mettons, évaluée à 500 000 $ se vendait à 1 million. Comme dans plusieurs régions du Québec, il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé de changer de vie, changer de milieu, puis de pouvoir faire du télétravail. Ça a aussi fait que les régions avaient un attrait particulier. On était déjà sur une bonne lancée avant à cause de tous les projets dans Charlevoix, mais là, ça a vraiment augmenté. Charlevoix est actuellement dans un marché de vendeurs, ce qui crée un effet de rareté et rend l'achat d'une maison plus difficile. Là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'inventaire sur le marché. Les gens sont souvent plusieurs à faire une promesse d'achat sur une propriété. Et il y a de la surenchère. Comme on entendait parler, ça arrivait très peu souvent dans notre région, mais depuis 2 ans, là, on vit ça régulièrement.
Si on regarde sur les sites, beaucoup de gens se cherchent des propriétés, premièrement en location, des fois pour avoir un pied à terre, pour ensuite chercher une propriété. On n'en a pas, les inventaires sont bas. Si vous regardez sur mon site Internet, à moi, j'ai pas de maison à vendre, j'en mets une, je la vends. Fait qu'on ne réussit pas à se renflouer. Et tout ce qui était à vendre, je vous dirais, même dans les 5-10 dernières années, du petit coin de terrain à grosse propriété, tout est parti. Est-ce que cette hausse fulgurante est là pour rester? À court terme, on ne voit pas beaucoup de ralentissement. C'est sûr que ça va se stabiliser, mais peut-être pas dans les 6 à 12 prochains mois, là. Avec une saison touristique record cet été et l'arrivée de nouveaux joueurs tels le Club Med, l'hébergement des travailleurs reste un enjeu majeur. Il y a vraiment un manque de propriété, puis on le voit avec le Club Med aussi. Accueillir tous ces gens-là. Fait qu'on a un problème de main-d'œuvre, mais on a la main-d'œuvre, mais après ça, on ne sait pas où les habiter. J'avais une propriété à vendre à Saint-Tite. Ça faisait un moment qu'elle était à vendre. Mon client était sur le bord de changer d'idée. Le contrat achevait. Et avec l'arrivée du Club Med, je pense que j'ai eu 5-6 appels en même temps. Finalement, la maison est partie, mais d'un petit gars de Saint-Tite qui l'a acheté finalement. Mais on voit qu'il y a l'effet Club Med aussi fort. Des perspectives encourageantes pour les courtiers sont prévues pour la prochaine année. 2021 va passer à l'histoire certainement. 2022 s'annonce déjà une très bonne année. OK. Ça, c'est évident pour moi que... Qu'est-ce qui dit ça? On a plein de choses déjà en marche. On est rendu en décembre. On sait qu'il y a des choses qui vont se concrétiser en janvier et février. Il y a des nouveaux projets qui vont être sur le marché très bientôt. À Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul aussi en a. Donc, c'est clair que 2022, à moins d'une chose qu'on ne connaît pas, pourrait survenir, mais sinon, ça va être une excellente année. Marie-France Côté de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul a une invitation spéciale pour les travailleurs autonomes et les petites entreprises. L'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, avec la Chambre de commerce de Charlevoix, la SDC de Pointe-aux-Pics et celle du centre-ville de la Malbaie, organise un party de Noël pour les gens qui sont travailleurs autonomes ou des petites PME qui fêteraient normalement un Noël à 2 ou à 3 parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'employés ou qui sont seuls. Donc, on offre un endroit où venir festoyer tout le monde ensemble pour que ce soit plus agréable puis qu'on puisse échanger l'Est et l'Ouest ensemble dans un environnement festif. On va louer un limobus. Le limobus est réservé pour amener les gens de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie. Puis, on a 26 places dans le limobus pour amener les gens. Puis, ensuite, on va les raccompagner aussi à Baie-Saint-Paul. On peut acheter les billets sur le site Internet de la Chambre de commerce. Les liens sont sur tous nos pages Facebook des 4 organismes. C'est maintenant le temps de s'inscrire pour le prochain cabaret festif. Les inscriptions pour la 11e édition du concours Cabaret festif vont bon train. Déjà, plus d'une centaine de participants ont envoyé leur dossier. On est très impressionnés de la réponse. En fait, il y avait une grosse nouveauté cette année, c'est que les inscriptions étaient gratuites. On le dit souvent, là, on a vraiment pris la décision parce qu'on s'est dit que les artistes avaient été pas vraiment épargnés depuis la pandémie. C'est un métier, c'est un corps de travail qui a été relativement touché, là, vraiment beaucoup touché. Fait qu'on s'est dit, on va leur enlever ce coût-là. Donc, les inscriptions à des concours partout au Québec, ça coûte quelque chose pour s'inscrire. Puis on a décidé d'annuler ça, nous, cette année. Fait que ça paraît, là, en fait, dans le nombre d'inscriptions. Jusqu'à maintenant, là, il reste encore quelques jours, mais on en a plus que d'habitude. On est vraiment contents. Pour participer, les candidats ont jusqu'au 12 décembre pour remplir le formulaire en ligne et doivent répondre à certains critères. On ne veut pas nécessairement des groupes qui commencent vraiment début de carrière parce que les prix qu'on remet, c'est vraiment des prix professionnels. On parle de bourse en argent, entre autres la bourse du prix du jury de 10 000 Il y a des spectacles partout au Québec. C'est sûr que si tu n'as jamais fait de spectacle puis tu écris des chansons de temps en temps, c'est peut-être pas encore le temps de s'inscrire au cabaret festif. Par contre, on ne veut pas non plus des artistes qui sont déjà signés avec des agents, de la gérance et tout ça, de la distribution de disques. Donc, c'est un peu entre les deux. Donc, il faut avoir une certaine expérience, mais il ne faut pas non plus être déjà dans les réseaux de distribution pour la musique, en fait. Une nouvelle porte-parole se joint à l'équipe.
En fait, on a décidé de prendre Sarah Dufour cette année, premièrement parce que c'est une ancienne candidate du cabaret festif. En fait, Émile Bilodeau était là depuis plusieurs années. On a décidé de faire un petit coup de renouveau, puis Émile est super content là, que ce soit son amie Sarah qui soit la nouvelle porte-parole. Sarah, c'est une fille, tu sais, aussi, c'est une fille de région. C'est une fille qui a les mêmes valeurs que nous. Puis elle a fait le cabaret, donc c'est encore mieux. Puis c'est une des amies du festif. Elle a fait le festif à l'école récemment. Elle est venue au festif aussi. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui gravite un peu autour de notre milieu. Fait qu'on est vraiment content là, de l'avoir. 3 soirées de qualification seront nécessaires afin de choisir les 4 finalistes. Bien, en fait, on va leur annoncer tout près de Noël qu'ils sont choisis. Ensuite, nous, on va préparer donc tous les trucs pour l'annonce. Donc, le 10 janvier, on va annoncer la cohorte au grand public et en même temps, on va annoncer, donc on va mettre en vente les billets pour les spectacles. Donc, ça va être tout l'hiver, 3 qualifications à la Maison Otis et la finale à la salle multi du Germain. Donc, dès le 10 janvier, les billets vont être en vente et il va y avoir aussi une passe pour assister aux 4 spectacles, donc qui va donner aussi beaucoup de privilèges qu'on va annoncer bientôt. Donc, le concours, c'est vraiment, pour nous, là, c'est vraiment presque à l'année longue, là, parce qu'on est en sélection et en inscription. Donc, c'est un long processus là, jusqu'à la fin. Plusieurs prix sont à l'honneur, dont des partenariats avec des diffuseurs, une bourse de 10 000 $ pour le prix du jury et de 3 000 $ pour le prix du public. C'est vraiment un très bon coup de pouce pour un lancement de carrière, puis on est vraiment, vraiment fiers là, de ce qu'on leur offre, en fait. Élisabeth Pailleur, pour TVCO. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, tout d'abord, il y a des étudiants de la Malbaie qui, pour ramasser des fonds, nous proposent un ski au thon. Oui, alors belle organisation vraiment qui va être faite. Donc oui, alors on parle de fonds, c'est pour le regroupement des maisons des jeunes et pour être plus précis, le groupe Action Jeunesse de Charlevoix. C'est comme ça que la maison s'appelle là-dedans. Donc ça va se passer pendant le Kyoton en collaboration avec la Virée Nordique de Charlevoix. Ça, bien, c'est le 11 février de 10h à 16h à l'école secondaire du plateau de la Malbaie. Et ça va se passer comment? C'est là que ça va commandite des kilomètres? Exactement. Donc là, c'est des équipes qui vont skier pendant 6 heures. Je le répète, là, pendant 6 heures de temps. Ça va skier, il faut être en forme, puis surtout une bonne nuit de sommeil là-dessus. Donc, pour soutenir la mission des jeunes, et là, bien, on va récolter des dons en lien avec l'événement. Donc, ça, pour le faire, c'est que tout d'abord, au niveau des dons, pour commencer, le public est invité à participer soit en allant sur le site de la Virée Nordique, parce que c'est une collaboration, donc l'option 1, ou l'option 2, directement sur place, vous allez pouvoir donner le montant que vous voulez pour les récolter. Et là, bien, dès l'inscription des jeunes, des équipes, la campagne des dons, là, on peut commencer à faire des dons tout de suite. Exactement. Donc là, les inscriptions, c'est déjà en cours depuis le 1er décembre jusqu'au 21 décembre. Donc là, on a encore une petite marge de manœuvre à l'heure actuelle là, pour donner pour une bonne action, je vais le préciser. Oui, pour le groupe Action Jeunesse Charlevoix, c'est bien ça? Absolument. C'est la maison des jeunes pour ce nom-là. Oui. Aussi, Maxime, on continue à avoir des bonnes patineuses à Baie-Saint-Paul qui se distinguent quand elles vont dans des compétitions. Oui, alors ça va très bien de ce côté-là. Puis écoute, c'est des jeunes de tout âge, on le voit, là, regardez ça, comment c'est magnifique. C'est une tradition à Baie-Saint-Paul, le patinage artistique. Oui, on connaît l'effervescence de ça ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est 4 patineuses du club. En fait, sont 5, mais il y a 4 patineuses qui sont distinguées. Là, c'est une compétition à Donnacona et ça s'appelait l'Invitation Henriette Dionne. Ça s'est passé du 2 au 5 décembre dernier. Et parmi nos magnifiques patineuses ici, qu'on va l'appeler, donc, Laurie Boivin qui a remporté l'or chez les moins de 13 ans, quand même excellent. Océane Girard et Béatrice Ménard, une médaille d'argent chacune, en plus. Et Caroline Côté qui a remporté le ruban d'argent dans sa catégorie Star 2, filles et garçons. Là, Star, évidemment, c'est le niveau. Et on avait aussi les niveaux d'âge qui embarquaient là-dedans, pour juste bien identifier les choses. Félicitations à nos jeunes patineuses. On est très contents. Puis comme je dis, là, c'est pas la première fois qu'on entend des médailles parce que ici, Baie-Saint-Paul, c'est connu. On cultive l'excellence. Oui, on cultive l'excellence. Et j'aime ça. Merci. Ça, c'est Par ailleurs, là où il y a moins d'excellence, c'est dans le baseball majeur. Un premier knockout en 25 ans. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Oui, bien, là, c'est vraiment, ça va pas bien du tout parce qu'on est en arrêt de travail depuis plus d'une semaine entre les propriétaires et les joueurs. Et le premier conflit, là c'est un premier à 25 ans. Ça remonte à 94. Et à cette époque-là,
On s'en allait en série mondiale avec les expos. Les expos existaient avec Philippe monsieur. et Allo, donc là, peut-être des nostalgiques, malheureusement, qui s'en souviennent, là, mais on remonte un petit peu à là. Mais là, présentement, Maxime, le conflit porte sur quoi? Oui, donc là, il y a beaucoup de points présentement qu'on ne s'entend pas. Donc, évidemment, conditions salariales des joueurs, qui est le classique dans toutes les lockouts. Là, particulièrement ici, c'est pour les jeunes joueurs qui débutent. Là. Donc, c'est là qu'il y a un petit peu une mise en tente à ce niveau-là. Également, la taxe de luxe. C'est quoi ça, la taxe de luxe? Oui, c'est quoi la taxe de luxe? Oui, alors ça, c'est en fait, on parle de pénaliser les équipes qui auraient une masse salariale plus grande que la normale. Donc là, on est à 210 millions, la masse salariale. Par équipe. Par équipe. Et les équipes qui dépasseraient cette masse-là, qu'on appelle la taxe de luxe, on les pénaliserait là-dedans. Puis là, les propriétaires, eux, veulent la baisser, la taxe de luxe, mais les joueurs, eux, ne veulent pas. Parce que c'est débalancé, le baseball. Là. Oui, il y a des équipes comme les Yankees qui n'ont pas de plafond, qui dépensent des centaines de millions. Exactement. Je pense aux Yankees, je pense aux Red Sox, des joueurs qu'eux, à chaque année, c'est comme on a le chéquier, on va dépenser. Mais d'autres équipes moins riches qu'eux sont pris dans l'engrenage avec ça. Donc, ça fait qu'à toutes les années, tu as des équipes qui automatiquement sont en haut puis les autres sont en bas. Fait que, il y a un débalancement. C'est pas équitable, exactement. D'autres petits points, les équipes qui peuvent participer aux séries. Là, présentement, selon mes recherches, on en compte 10 en série. Les équipes en veulent 12. Les propriétaires en voudraient 14. Fait que là, plus de matchs, plus de revenus. Et voilà. Donc là la marge est moins grande. Là, on parle de 2 à 4. Là, c'est pas 15 de différence, mais quand même, ça, c'est un point également de litige qui reste à négocier. Donc, les principaux points sont là. Là, il reste les matchs doubles, l'arbitrage, les frappeurs désignés également là, qui sont en ligne de compte, mais les principaux points sont là. Heureusement, il y a encore beaucoup de semaines avant le début des camps d'entraînement. Oui, bien, la bonne nouvelle, c'est que le conflit ne touche pas encore la saison 2022 parce que, bon, tu l'as mentionné, c'est au mois de février là, que ça commence. Donc, on a encore une marge de manœuvre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pas d'entente de travail, ce qui veut dire que pour les transactions et signer des agents libres, bien, pas d'entente, tu peux pas rien faire. Fait que c'est là que pour bâtir une équipe, ça rentre en ligne de compte. Je ne peux pas vous accueillir sans qu'on parle du Canadien. Oui. Est-ce que les défaites s'accumulent? Les défaites s'accumulent, oui. Est-ce qu'on s'en va vers une vente de feu? Je ne suis pas prête à dire ça tout de suite parce que là, oui, il y a des joueurs qui vont possiblement partir. On pense à Gallagher, on pense à Ben Sherratt. Ben Sherratt qui a peut-être la meilleure valeur marchande présentement. Ça, on veut s'en départir à cause de la valeur de leur contrat ou à cause de leur performance sur la patinoire? Je pense, en fait, présentement, toute l'équipe joue mal. Fait que si on irait avec le style de jeu, je pense que toute l'équipe serait partie. Là. Okay. Mais c'est plutôt en termes de contrat. C'est comme au Scrabble quand on décide de changer toutes les lettres. Exactement. Okay. Mais honnêtement, c'est plutôt des contrats parce que Gallagher, 6 millions sur la masse, Sherratt également. Donc, tu sais, c'est des joueurs qui pourraient avoir une valeur marchande de dire, gars, va remporter une Coupe Stanley ailleurs, puis ça va être peut-être ça. Donc là, par contre, il y a encore le DG qu'il faut trouver qui n'est pas encore fait dans les prochains temps. Carey Price qui n'est pas de retour avant les fêtes, exact. Oui, il a recommencé à s'entraîner, mais le retour, là, vraiment, je pense que ça va être en 2022. Alors est-ce qu'on va avoir une vente de feu? Je ne pense pas parce qu'il y a encore des joueurs potentiels. Donc, vente de feu, selon moi, non. Par contre, reconstruction potentielle, ça se pourrait. Ils n'ont pas encore dit ce terme-là. Je sais qu'à Montréal, reconstruction, c'est un mot qui nous fait bien peur. On n'est pas encore rendu là, mais c'est sûr et certain qu'il y a des joueurs qui vont partir cette saison. Attendez-vous à ça. Maxime Jodoin, merci pour cette tournée du monde du sport. C'est plaisir. Et c'est tout pour nous cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine.